sommes à une cinquantaine de kilomètres du centre de Pékin, au-delà du 5e périphérique dans le quartier de Xinjiang. Jusqu'en décembre, il y avait dans ce quartier près de 120 000 habitants. Ils ont tous été expulsés ou sont sur le point de l'être. Allez voir ce qui se passe là-bas, vous comprendrez. Regardez, ça ressemble à ça maintenant. On doit tout vider et en attendant, on vit au milieu des poubelles. Vous pouvez voir, il n'y a que des détritus dans la rue. On peut même plus passer. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On attend les ordres du gouvernement. Nous, les petites gens, on ne peut rien faire contre lui. On ne peut rien faire. Venez voir par vous-même. Venez, venez, suivez-moi. Avec son mari, elle vivait et travaillait ici, dans un petit local de 20 mètres carrés qu'il louait. C'est devenu un dépotoir. Rentrez, rentrez. C'est ici que l'on stockait les marchandises du magasin. Mais maintenant, on a tout vidé. On a eu 3 jours seulement pour prendre nos affaires et dégager. Il ne reste plus que ça maintenant. Ils n'ont que 2 tricycles cabossés pour trimballer ce qu'il reste de leur boutique. Ils vont déposer tout ça à quelques centaines de mètres, dans un quartier tout proche, qui sera lui aussi démoli, mais dans quelques mois. Xinjie y a déjà trouvé refuge. Elle est épicière, elle a été expulsée il y a un mois et s'est installée dans cette petite échoppe. Elle a réussi à déménager son stock, mais elle le brade. Tout à 2 yuan, 25 centimes d'euros. Si j'avais refusé de partir, quelqu'un serait venu tout casser de toute façon. Je me suis retrouvée toute seule, sans personne pour m'aider. Je n'étais pas la seule à partir au milieu de la nuit. On a entendu le président Xi Jinping à la télévision. J'ai tout regardé. Il a parlé plutôt bien sur le fond. Il a parlé des réformes, de l'ouverture du pays. Mais nous, qu'est-ce qu'on voit ? À Pékin, on n'a plus le droit de rester maintenant. Il faut que je me trouve une autre ville pour m'installer. Peut-être Shanghai ou Canton. Pékin ne veut plus de nous. Je n'ai nulle part où aller. Pour eux, tout a commencé le 19 novembre. Ce soir-là, un incendie tue 19 personnes, un court-circuit dans des locaux insalubres, disent les autorités, qui sautent sur l'occasion pour condamner tout ce quartier populaire et quelques autres. La police ferme les boutiques et expulse à tour de bras. Pendant le seul mois de novembre, plus de 200 000 personnes sont chassées, essentiellement dans ce quartier de Xinjiang. Il abritait depuis 20 ans les petites mains du miracle économique chinois, mais il va être rasé au nom de l'hygiène et de la sécurité. Fin novembre, tous ces immeubles et ces entrepôts devront avoir été évacués. Xinjiang devient un quartier fantôme, ce qui tombe à point pour atteindre les objectifs du plan quinquennal. Il prévoit de réduire de 15% la population de Pékin d'ici 2020. C'est une très bonne affaire aussi pour la municipalité qui va pouvoir revendre ses terrains à prix d'or. Bientôt se dresseront ici de beaux immeubles pour nouveaux riches. La municipalité et les promoteurs auront renfloué leurs caisses. Xinjiang, comme tout Pékin, brillera de tous ses feux et les pauvres ne gâcheront plus le paysage. Les ficelles sont un peu trop grosses. L'affaire provoque une indignation générale face au cynisme de l'État et à ses méthodes barbares. Dans les premiers jours, quelques manifestations de rue interdites à la presse étrangère, mais pas au téléphone portable des citoyens chinois. Ils sont nombreux à poster sur les réseaux sociaux des images d'exode d'un autre siècle, ces longues files d'indésirables chassés vers nulle part.
Elles sont très vite censurées. Un jeune artiste pékinois, Roy Yong, est sur place depuis les premières expulsions. Il filme tout et arrive par miracle à poster chaque jour, quasiment en direct, une sorte de journal du nettoyage en cours. Bonjour grand-mère. Tous les habitants sont partis? Oui, ils sont partis. On m'a dit qu'il n'y a même plus de marché pour acheter vos légumes. Non, on n'a plus le droit de faire du commerce ici. On n'a plus rien à manger, ni à boire. On n'a plus d'endroit où habiter. On dit qu'il n'y a plus de chauffage non plus. Non, on n'a pas le droit de brûler du charbon. On n'a pas de chauffage ici. Vous avez quel âge? Oh, 70 ans. Roy Yong devient une excellente source pour les journalistes étrangers. Ces 150 vidéos retracent une lutte sans grand espoir. Le 7 décembre, il filme ainsi cette petite manifestation alors que tout est perdu. Nous, les gens du peuple, on ne peut plus vivre. On n'a rien, même pas de nourriture. À cause de cet incendie, c'est toute notre vie qui est détruite. Ça n'a pas seulement tué des gens. Un barrage de fortune, une route symboliquement bloquée et des policiers qui commencent à s'énerver. En Chine, on ne conteste pas les ordres venus d'en haut. Dégagez, vous devez libérer la route. C'est interdit de bloquer cette route. Si vous avez des problèmes, on peut en parler, mais ce terrain appartient à l'État, vous le savez. Alors d'abord, vous dégagez. Ils ont aussi enfin repéré Roy Yong, qui agace depuis des semaines la sécurité d'État. Viens ici, toi. Tu recules, ok? Roy Yong réussit de justesse à éviter l'arrestation. Prudemment, il part se cacher chez un ami à Tianjin, à 2 heures de la capitale. Il se coupe les cheveux, il rase sa barbe, mais rien n'échappe à l'œil de Pékin. Ouvrez la porte. Police. Vous êtes qui? Qu'est-ce que vous voulez? T'es pas un homme ou quoi? Mais vous voulez quoi? Il est minuit. Qu'est-ce que vous faites? Ce qu'on fait, ouvre la porte. On est de la police. Il a juste le temps d'envoyer un message à sa fille sur Internet avant d'être arrêté. Ce que fait ton papa, c'est pour que ta génération ne souffre pas. Ne souffre pas de ce que l'on vit depuis 20 ans. Il faut que la liberté d'expression soit garantie. Chacun devrait pouvoir dire la vérité publiquement et au grand jour. Début février, Roy Yong, relâché sous caution, attendait d'être jugé pour trouble à l'ordre public. Zhu Sochao, lui, a été expulsé au milieu de l'hiver. Il s'est installé dans cette chambre qu'il loue 200 € par mois avec son épouse. C'est nettement plus cher qu'avant. Il a quitté sa province en rêvant d'une vie meilleure à Pékin. Mais ici, pour lui, rien n'est simple. Pour avoir mon permis de résidence, ça prend au moins 3 semaines. C'est très compliqué. Je dois aller au bureau de la sécurité publique pour imprimer un acte de naissance et mon casier judiciaire. Après, mon employeur doit signer un contrat avec photo d'identité. Et encore, je dois m'enregistrer à la police. C'est vraiment pas simple. À la merci d'une décision administrative, chassés de leur quartier, leur situation est tellement précaire qu'ils ont préféré laisser leur fils à la campagne. On a pris cette photo l'année dernière quand mon fils est venu à Pékin. Maintenant, il a 3 ans. À l'époque, on vivait dans un autre quartier, mais on a dû partir. Et maintenant, mon fils habite avec ses grands-parents à la campagne. Chaque matin, il dépose sa femme au supermarché. Elle est caissière, lui, et carrossier. Il est payé à la pièce. À eux deux, ils gagnent plutôt bien leur vie, 1 500 € les bons mois.
soit 2 fois le salaire d'un couple d'ouvriers. Mais en devenant ainsi des migrants de l'intérieur, des Minggong, même avec un permis de séjour, ils n'ont ni sécurité sociale, ni scolarité gratuite pour leurs enfants. C'est réservé aux citadins. Alors sa vie est devenue un enfer, à 1000 années-lumière du rêve chinois du président Xi Jinping. Il veut faire de son pays la première puissance mondiale en 2049 et que Pékin en soit la vitrine. Plus question que la ville soit constellée d'entrepôts en tôle ou de petits immeubles d'habitation bon marché. Dans le rêve de Xi Jinping, il n'y a aucune place pour les citoyens bas de gamme. Eux qui ont pourtant contribué à faire de Pékin une ville belle et riche et qui font encore tous les petits boulots dont les citadins ne veulent plus. Zhou Soqiao retape ainsi leur belle voiture. Son quartier a été complètement rasé en une nuit, mais il reste miraculeusement une maison encore debout, sans doute pas pour longtemps, mais c'est un bon repère pour les clients. À la campagne, chez moi, je gagnais environ 600 €. Ici, j'en gagne 300 de plus. Ça fait une sacrée différence. Pour une voiture comme ça, je fais payer 40, 50 €. Je voudrais même ouvrir un magasin à Pékin. Mais maintenant, ce n'est plus possible. Partout, les gens sont expulsés. C'est difficile de trouver un nouvel endroit. Si les affaires marchent bien, Zhou Soqiao n'est pas pour autant sorti d'affaires. À tout moment, il peut être obligé de quitter la ville. Si on est expulsé, il va falloir que je trouve un nouveau local. Je n'ai pas le choix, partout c'est démoli. C'est vraiment dur de trouver un nouvel emplacement maintenant. On verra petit à petit en fonction de ce qui arrive. C'est un peu comme une guérilla. Si on n'a pas le droit de rester à un endroit, alors on bouge ailleurs. Travailler quand on est migrant, c'est vraiment difficile à Pékin. Si vraiment on n'y arrive pas, alors on devra rentrer chez nous. Alors, mes sentiments, vraiment, on ne peut rien faire contre les décisions de l'État. C'est comme ça. Obéissance et résignation, pas de place pour les rêves. Dans certaines écoles, on ne rêve pas beaucoup non plus. Huangzhuang, 7h30. Les grilles s'ouvrent sur un air de Simon et Garfunkel. Cet établissement a déjà 20 ans. C'est la plus grande école pour enfants migrants de Pékin. Ici, la scolarité est payante, 1 000 € par an. En Chine, c'est énorme. Cette école ressemble à toutes les autres qui sont gratuites, mais voilà, elle n'a aucune existence légale, elle est clandestine et tolérée, tant qu'elle applique strictement les programmes officiels dans le respect de l'idéologie marxiste-léniniste. La classe commence. Merci, asseyez-vous. Aujourd'hui, nous allons revoir la leçon 25. Toi, vas-y. La longue marche. De Mao Tse-tung, c'est bien, tu peux réciter le poème. La longue marche de Mao Tse-tung. L'armée rouge ne s'effraie pas de la longue marche. 10 000 rivières, 1000 monts ne sont rien pour elle. Très bien, assis-toi, merci, tout le monde l'applaudit. Malgré ses louables efforts d'orthodoxie, cette école vit ses derniers mois. Elle est aussi dans les plans de destruction de la municipalité. Sheng Ying, l'institutrice, préfère ne pas en parler devant ses élèves pour ne pas trop les inquiéter. Notre école va être démolie. Ce sont presque 2000 élèves qui ne pourront plus aller à l'école et ils n'auront nulle part où aller. Même si les parents peuvent rester à Pékin, s'ils ont un travail stable et un bon salaire, il n'y aura plus d'école pour leurs enfants. Ils vont devoir retourner dans leur province natale. Ils seront des enfants perdus.
Il existe une centaine d'écoles comme celle-ci à Pékin. La mairie veut toutes les voir disparaître. 80 000 enfants seront donc mis à la porte dans l'indifférence générale et malgré la tristesse de leur institutrice. Si l'école est démolie, alors ça ne sert à rien que les parents ou les professeurs manifestent ou fassent quelque chose. Nous avons surtout peur que les enfants soient blessés ou effrayés. Parce que les gens qui font ça, les démolitions, ils peuvent être très brutaux. Et on a peur pour nos enfants. Vous comprenez, nous, on pense d'abord aux enfants. Jiao a 12 ans. Il rêve de devenir astronaute. Ici, il se sent bien. Son père peut venir le chercher à la fin des cours. Et puis, il adore son école. Je veux rester ici. Mon ancienne école, au village, elle n'est vraiment pas bien. Par exemple, le sol est en ciment. Ça fait mal quand on tombe. Ici, c'est du caoutchouc. Il y a de l'espace et même de la pelouse. L'environnement est vraiment bien. Retour à la maison sur la moto électrique de papa. 5 km dans le froid glacial de l'hiver pékinois. Pour s'en protéger, la petite famille, elle aussi expulsée de fraîche date, a dû louer un appartement moderne entre les 4e et 5e périphériques. Jiao, ses parents et une tante vivent à 4 dans ce minuscule 2 pièces qui abrite aussi le e-commerce de chaussures de la famille. 700 € de loyer, 6 fois plus qu'avant, une pièce pour le stock, une autre pour les valises, les lits et les devoirs. Avant, j'avais un magasin de chaussures à Pékin. Un vrai magasin. Mais ça ne marchait pas trop bien. Alors on a décidé d'ouvrir une boutique en ligne pour augmenter nos ventes. Notre magasin se trouvait sur le 4e périphérique, dans le centre commercial du Dragon Céleste. Il a été démoli lui aussi. En fait, attention, arrête avec tes feuilles. Pour la plupart des migrants, ces expulsions font qu'ils sont nombreux à être rentrés dans leur village. Parce que c'est difficile maintenant de trouver un endroit pour vivre. Tout est trop cher. Le temps passe, nous sommes vendredi. Zhou Chao a décidé de prendre quelques jours. Il va aller passer le week-end dans son village natal, voir ses parents et son fils. Sa femme va rester à Pékin. Le voyage est long et elle a très peu de congés. Conduis doucement. Oui, d'accord. Appelle-moi quand tu arrives. D'accord. Sois prudent. On n'a pas de vie stable à Pékin. Si je prends mon fils avec moi, à Pékin, déjà il fait trop froid et puis aucun de nous deux ne peut s'en occuper, on travaille. Ce n'est pas pratique, ce serait même un vrai problème pour moi. Il est bien mieux chez ses grands-parents au village, ils peuvent s'occuper de lui. 61 millions d'enfants chinois sont ainsi gardés par leurs grands-parents à la campagne. Les visites sont rares, une fois par an, généralement au moment du Nouvel An chinois. Dan, du haut de ses 3 ans, ne reconnaît pas son père. Et ça n'est pas prêt de s'arranger. Le jeune couple ne pourra pas prendre de vacances cette année. Ta femme peut pas prendre des jours? Mais non, je te l'ai déjà dit, elle ne peut pas venir avec moi, sinon on ne pourra prendre qu'une journée. Vous pourrez pas venir. Non, elle peut pas. Les provinces sont les grandes oubliées du miracle économique chinois. Dans le village de Shechen, il ne reste que des enfants et des personnes âgées. Les jeunes en âge de travailler sont tous partis tenter leur chance en ville.
Cet inépuisable réservoir de main-d'œuvre a servi depuis les années 80 à transformer la Chine en usine du monde. Le père de ce Chao, lui, s'en sort plutôt bien. À 56 ans et avec ses économies, il a acheté ce grand terrain où il cultive du blé et du maïs. De quoi gagner sa vie au moins encore une dizaine d'années. Moi aussi, j'ai travaillé à Pékin. Mais je ne restais que quelques jours à chaque fois. Je ne me suis jamais habitué à la vie là-bas. Je restais 10 jours et puis je rentrais. J'étais ouvrier sur des chantiers de construction. Et comment ça se passe, toi, ta vie à Pékin? Ouais, ça peut aller. Mais depuis qu'on a déménagé, on a beaucoup moins de travail. Ça n'est pas facile de gagner de l'argent à Pékin. Tous les jours, il faut qu'on se cache, travailler en secret. Zhou Chao doit repartir. Le petit Dan Dan n'a pas tout compris. Les grands-parents sont déçus, le nouvel an sera triste. Mais ce Chao n'a pas de congé payé, il doit payer son loyer, ses frais, et ses créditeurs ne sont pas des tendres. Les migrants venus des campagnes ne sont pas les seules victimes de ce grand ménage. Des milliers d'artistes ont également été expulsés de leurs ateliers. Liang Yuanhue, ces derniers mois, a été mise dehors 2 fois de suite de ses studios dans la banlieue de Pékin. Elle travaille désormais dans son appartement. Pékin a longtemps été la capitale culturelle de la Chine, mais cette époque est révolue. Quand j'étais encore étudiante, beaucoup de mes amis venaient de tout le pays pour tenter leur chance à Pékin. À l'époque, on trouvait la ville tellement intéressante et avec un patrimoine tellement riche par rapport aux autres qu'on était tous d'accord pour dire qu'à Pékin, tout était possible. Son loft est désormais sous-scellé en attendant les bulldozers. On doit enlever ça pour rentrer. Le studio venait à peine d'être refait quand l'ordre d'éviction est tombé. Une dizaine d'artistes indépendants comme elle, que le gouvernement supporte de plus en plus difficilement, ont été priés de partir. Insalubrité, occupation illégale, documents incomplets, tout a été bon pour les chasser. Même quand vous êtes diplômé d'une grande université, même si vous faites partie de l'élite de Pékin, ou que vous gagnez des milliers d'euros en tant qu'artiste, vous pouvez être mis dehors, comme n'importe qui. Dans sa nouvelle petite épicerie provisoire, toujours pas question pour Shinji de rentrer chez elle. C'est très loin, dans la province du Sichuan, à 3 heures d'avion de Pékin. À quelques jours de la date fixée pour une nouvelle expulsion, elle est très loin d'avoir liquidé tout son stock. Ce genre de choses va nous arriver encore une fois ici. C'est complètement dingue. Ils vous laissent vous installer, ouvrir une boutique, et puis brutalement, ils vous demandent de fermer et de tout dégager. À la fin de l'hiver, Pékin aura perdu 1 demi-million d'habitants. Pour la première fois depuis 20 ans, la population est en baisse. Mais il reste encore 7 millions de migrants dans la capitale chinoise. Ils seront sans doute vite priés d'apporter leur dernière pierre au rêve chinois, mais en pavant les routes de leur retour vers la misère.